les bandits de grand chemin peuvent à tout moment dès que tu sors extramuros. Tu peux te balancer, c'était pas mal. Tu sais, on parle d'armes et puis on se fait écraser par un PNJ en bagnole qui va au boulot là à midi, il a pris sa pause. On est à Lyon. C'est beau, hein. Bon, tu m'as dit une théorie, je sais pas. Tu m'as parlé de singe. Mais je sais pas, elle fait chier. Voilà, c'est là. Là, ici, là, je vous tiens là. Voilà, tu filmes ta gueule. Comme ça, c'est bien. Le combat armé supérieur au combat sans armes. Tu vois, par exemple, un singe. Le combat armé est supérieur au combat sans armes. Ouais, bah bon, oui. ça, c'est. C'est logique. Faudrait être con pour le nier. Mais. Pause. Pour celles et ceux qui ne l'auraient pas reconnu, on a bien ici Damien Tarel, alias La Sainte Main, connu bien sûr pour sa performance avec le président Macron. Gentil de venir nous voir. Merci à vous. Merci. À belle Macronie. Mais au-delà de cette incurie politique qui a choqué tout bon républicain, c'est avant tout quelqu'un qui est passionné par les arts martiaux, un escrimeur hors pair. Fan de médiéval, de AMHE, reconstitution historique, de Warhammer, de jeux de rôle, bref, un immense geek comme j'adore. Est-ce qu'ils sont pas beaux ces petits hommes poissons? Et en plus ils sont mieux dans le noir, lumière. Il donne des cours, il a une association, et c'est juste pour vous placer le contexte. Une association d'ailleurs que j'aime beaucoup, une association qui crée des combats, qui ont toute une esthétique. Tout est basé sur l'explosivité et la réactivité, et moi en tant que petit nerveux, je suis fan, j'adore. Dans ce contexte-là, je pense qu'il a des choses à nous dire sur son expérience en tant que sensei dans l'art de l'escrime, de l'épée et du kendo, parce que oui, il pratique aussi le kendo. Comme vous avez pu le voir, c'est avant tout un pratiquant de kendo, donc c'est marrant parce qu'on a ce lien, nous deux, entre les arts martiaux traditionnels japonais qui nous ont marqués, et puis après il y a un retour à l'Occident, il y a un retour à la base, ou alors l'Occident pour la modernité, les arts martiaux qui passent au sport de combat. Grand débat, c'est parti. Play, allez c'est bon, play, vas-y, c'est bon. Mais aujourd'hui, tu sais, t'as la mode du MMA, du match. Voilà. En gros, ce qui t'arrive, c'est que t'as un de tes meilleurs poulains en épée. Tu vas faire du fais des kickboxing. MHE et tout. Puis voilà, t'as ton gamin, tu fais du kendo, tu fais de l'escrime, tu fais n'importe quoi. T'as des petits jeunes qui ont du potentiel. Ils regardent Greg MMA. Eh bien, retour sur Karaté les achats pour ce magnifique produit. Mais oui, mesdames et messieurs, enfin surtout pour vous, messieurs. Bah, t'as vu, tu mets le lubrifiant, tout ça là-dedans, et puis tu mets go, et puis tu te fais un kiff. Hein. Obtiendront 20% de réduction sur toute la boutique. Ils regardent l'UFC. What do you want to do? Do you want to take a chance and risk getting knocked out? Oh my God! Wow! Ils regardent le Bellator, ils matent sur leurs algorithmes. Il y en a bien plus de trucs avec des strikers qui font des pétés. Et du coup, ils arrêtent des arts martiaux traditionnels. Ils ont 14 ans, ils ont un potentiel de dingue. Et ils vont faire du MMA. Donc toi, vas-y, c'est ta théorie, tu me l'as à peine expliqué au restaurant, mais faut que tu me la refasses parce qu'elle est faut que je la refasse entière. Bon, déjà, il y a la partie de l'allié, c'est-à-dire le singe. Le singe, le primate. La face, la structure de la face reste une structure complètement simiesque. C'est le bassin et la main qui changent énormément. Il y a d'autres parties, mais j'expliquerai ça plus tard. Quand il veut se battre, il prend un caillou, il prend un bâton, il le lève au-dessus de sa tête et il l'abat sur son adversaire. Ouais. Ça, c'est quand il veut se battre sérieusement, le singe. Donc déjà, se battre à main nue, c'est être moins qu'un singe, comme dirait Nick. Parfois, c'est... Et par exemple, si tu veux couper du bois, tu utilises une hache. Si tu veux tailler la pierre, tu utilises un marteau, un burin. Si tu veux planter un clou, tu utilises un marteau. Si tu veux tuer un homme, tu veux utiliser ça, là. C'est nul. Ça, c'est fait pour quoi? C'est fait pour griffer, c'est fait pour taper. C'est fait pour saisir. La préhension. On est l'outil. Le téléencéphale hautement développé est le pouce préhensile.
Le téléencéphale hautement développé permet aux êtres humains d'emmagasiner des informations, de les mettre en relation, de les ordonner et de les comprendre. Le pouce préhenseur permet aux êtres humains un mouvement de pince des doigts. Celui-ci, à son tour, permet une manipulation de précision. Le téléencéphale hautement développé, allié à la capacité de faire un mouvement de pince avec les doigts, donna à l'être humain la possibilité de réaliser d'innombrables améliorations sur sa planète. Entre autres... Voilà. D'ailleurs, l'outil en fait est un prolongement de la main, donc le poing, eh ben, le marteau, c'est le poing fermé, encore optimisé. Optimisé, voilà. Ça, c'est, cette théorie, c'est... Enfin bref, c'est l'anthropologie de l'objet, quoi. Alors avant, t'as dit un truc très juste. T'as dit, les hommes, H capital, comme dirait Guénon, H majuscule comme il l'écrit, se sont toujours battus avec des armes. Et il y a un petit répit post-industriel, complètement illusoire, de 100, 150 ans, proto-gauchiste, entre guillemets. On n'a plus personne, regarde tous ces PNJ, plus personne a d'armes. Alors vas-y, parce que l'idée de la canne, machin, c'est pas mal. Oui, parce qu'il y a encore moins de 100 ans, en fait, tous les hommes avaient une canne. Moi j'ai une collection de cannes d'ailleurs. Et si tu faisais attaquer par... Parce qu'il y a toute une idée, vas-y. Ouais, bah si tu faisais attaquer par exemple par les Apaches dans la banlieue parisienne, qui avaient des gros couteaux, bah tu pouvais te défendre avec ta canne. C'était pas parce qu'ils avaient tous des problèmes aux pieds, c'était pas parce qu'ils avaient tous des problèmes de marche. Bon, il y avait aussi le style, mais c'est parce qu'il y avait tous il y a un ornement après de l'utilité d'avoir une hache. Parce que dans un monde encore pas éloigné du lourd Moyen-Âge, comme dirait l'autre, de toute façon c'est un atavisme. Les bandits de grand chemin peuvent à tout moment te débattre, dès que tu sors extramuros. C'est vrai, tu peux te balancer, c'était pas mal. Tu sais, on parle d'armes et puis on se fait écraser par un PNJ en bagnole qui va au boulot là à midi, il a pris sa pause et tout. Donc, t'avais toujours le problème des bandits au grand chemin. Donc de toute façon, on était armés. Maintenant, c'est intramuros, c'est pas extramuros. Maintenant, c'est tu te fais attaquer au couteau. Puis toute ta théorie est hyper intéressante. Ouais, mais c'est le retour. Non, mais en fait, vraiment un petit descriptif des cannes et tout, tu m'avais expliqué, c'était hyper intéressant. Bah, c'est que à partir du moment où t'as une canne, tu peux taper le poignet du mec qui a le couteau et t'as beaucoup plus d'allonge. Mais en fait, dès que tu penses arts martiaux, sérieusement, tu penses armes. Dès que tu penses armes, donc tu penses où est une arme. Ouais. Et donc, par exemple, dans la rue, si tu te fais attaquer par un couteau, si tu vois une chaise, bah déjà t'es en supériorité. Ouais, parce que t'as pas fait arme. Là, tu m'attaques ici, je fais quoi? Je suis comme ces deux pigeons dans les flaques d'eau là. Exactement, t'es niqué. Tu peux prendre cette poubelle, faire une barrière, te barrer en courant si je suis armé. Tu les vois ces pigeons? Est-ce qu'on les voit ces pigeons? Est-ce qu'on les voit ces pigeons? On les voit là. Ils se reçoivent. Regarde ça. Tu vois, est-ce que t'es fier toi de pas avoir d'armes et puis de te faire niquer par les corneilles et puis toute la bande? Du coup, ta théorie sur... Mais c'est que les armes ça va revenir. Bah, c'est-à-dire que maintenant, la vidéo, cette fameuse... faire un tête-tête, voilà la vidéo que tout le monde a vue. Où il y a un petit jeune blanc qui veut se faire un tête-tête avec un petit chanceux. Et il commence à se mettre tous les deux en garde. Il y en a un, on sent qu'il a fait quelques années de boxe, il va y arriver. Le chanceux, il sort un couteau de sa poche et par surprise, il le plante 2 fois. Notamment un endroit proche de la carotide. Et ça, c'est parce que les gars, le combat main, pied-point, main nue, c'est fait pour faire avec vos amis. En fait. Donc, on arrive à un stade où la violence fait que maintenant, c'est à la limite. Si nous, on se prend la tête, bordel de merde, là, comme des hommes, on va se foutre sur la gueule. Mais comme maintenant, c'est fini. Ça sert à rien de faire du MMA parce que de toute façon, c'est rare que tu vas t'amuser à te battre et puis à la limite balancer des kicks. C'est plus de la défense. C'est que les mecs, à tout moment, ils te sortent une lame. Et oui. Donc il faut que tu puisses rallonger avec une arme aussi. Donc moralité. Tu te retrouves maintenant avec des gars qui ont une bonne anglaise. Tu vois, c'est comme le MMA au début, ils avaient pas de sol dans le K1. Ils étaient, les gars, ils sont arrivés en UFC, ils savaient faire du K1. Et puis voilà, Garcia qui arrivait, bon. Garcia qui arrive. Puis maintenant, en fait, c'est un retour au traditionnel. À l'essentiel. Parce que, ok, tu sais faire un takedown, bordel. Je te fais un takedown, je sais faire 45 takedowns différents. Enfin, à quoi ça sert de savoir faire un takedown si toi de toute façon t'as une lame et puis que quand je vais te tenir, au pire tu me prends puis tu me plantes dans le dos. Moi, même avec un truc plus grand, une barre. Ouais. Un bâton, n'importe quoi. Trust. Non mais, c'est quoi ça? Hein? L'épée de la famille Tarel. Vas-y. Montre-moi ça. La devise familiale. Gravée sur la lame. Et puis c'est à cause de ça quand t'as traité de... C'est ça, en fait je n'ai que lancé ma devise familiale. Et ces espèces d'enculés de journalistes, ils ont été dire que t'étais un putain de néo-nazi, royaliste, d'extrême droite.
Bon, c'est aussi toi qui t'habilles avec des espèces de trucs de militaires. Hein. Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'ils portent, ces anges? Une épée. Donc, L'épée. toi, tu serais pour le L'épée retour de la vérité. Ouais, mais tu serais pour le retour du port d'armes et des épées, toi. Tout à fait. Qu'on puisse... Parce que c'est beaucoup plus dur de tuer un homme à l'arme blanche. Et ça te met face à ce que tu dois faire réellement. Tu vas le faire. Si tout le monde avait une épée. Bien sûr. Que toi, avoir un couteau comme un sagouin, puis pouvoir avoir Là, par tu peux le surprise. sortir par surprise. Ouais. Alors que l'épée, tu es au courant. Tout le monde est au courant. On est au courant vers quoi si ça part en cacahuète, on est au courant vers quoi on s'y dirige. Alors que le couteau, tu l'as dans la poche. C'est-à-dire, c'est fou, l'instrument de la surprise. Ouais. Puis symboliquement. Merci. L'épée, c'est coupé. C'est séparer le vrai du faux. Le bien du mal. Et le Christ, il a dit, ne pensez pas que je suis venu apporter la paix. Je suis pas venu apporter la paix, je suis venu apporter l'épée, le glaive. C'est ça qu'il dit. On finit sur cette note christique avec notre Damien qui a plus ou moins sa vie bousillée grâce à la République. Car oui, il n'a pas giflé un président, hein, si jamais. Il a bien giflé un rocket chez Rothschild qui, je le rappelle, avait bien dit face caméra qu'il vienne me chercher, hein, en plein pendant les Gilets jaunes. Donc voilà, ça c'est pour le contexte. Maintenant, au-delà du débat MMA, arts martiaux traditionnels, sport de combat, j'aimerais simplement revenir à l'épée. Porter une épée n'est pas simplement s'armer de fer, c'est endosser un fardeau spirituel, un engagement profond qui traverse l'histoire des civilisations. Et bien sûr, je vois déjà arriver les gauchistes zététiciens, ouais, symbole phallique, retourner, relire Freud, machin. Non, 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 les amis, c'est bien plus pertinent et subtil que ça. C'est ambigu. On est dans la lignée de Tubal-Caïn, la race maudite. Bon, au-delà de l'ésotérisme de ce passage, j'aimerais revenir à l'Europe médiévale, qui inscrivait l'épée dans le cœur du code de la chevalerie. L'épée devenait ici l'instrument de la justice divine, un prolongement du bras du roi ou de Dieu lui-même. On pense la scène classique de l'archange Michel, telle qu'elle est représentée dans de nombreux chefs-d'œuvre, dont l'iconique toile de Guido Reni en 1635, où l'épée flamboyante chasse des forces des ténèbres, symbolisant la lumière du Logos, triomphant du chaos. Ce geste de sainteté dépasse la simple lutte terrestre. Il devient un acte cosmique où l'épée divise le bien du mal, l'ordre du désordre. Dans la tradition ésotérique et mystique, l'épée est un puissant symbole de la parole créatrice, du Logos. On a ça chez les Rose-Croix, dans la pensée pérennialiste, l'épée est souvent interprétée comme un outil de discernement, capable de séparer l'illusion de la vérité, l'apparence de l'essence. Le Logos, ce verbe divin, agit tel un glaive, coupant les illusions du monde profane. L'épée devient alors un symbole de la transcendance, de la lumière, qui éclaire et structure le chaos originel, comme l'épée de feu gardant l'entrée du jardin d'Éden après la chute. Pour Julius Evola, l'épée est l'expression d'une force intérieure, d'une maîtrise qui va bien au-delà du combat physique. Elle devient un instrument initiatique, une voie vers l'élévation de l'âme. Il rappelait que le porteur de l'épée ne la brandit pas pour le combat, mais pour rappeler l'ordre divin, la justice céleste. C'est une arme silencieuse, dirigée non vers l'extérieur, mais vers l'intérieur, comme les passions et les illusions. Ainsi, l'épée est à la fois arme et métaphore, servant à défendre la justice et à trancher les chaînes de l'ignorance. Elle symbolise le fardeau du devoir, mais aussi l'accès à une connaissance plus profonde. Porter l'épée, c'est endosser la responsabilité de son propre chemin spirituel. Que ce soit dans l'iconographie chrétienne, la sagesse orientale ou l'ésotérisme occidental, elle apparaît comme un outil de discernement ultime. Elle ne tranche pas simplement la chair, elle dévoile la vérité cachée derrière le voile des apparences. Que l'on pense à Lancelot ou encore l'épée de Saint-Georges, terrassant le dragon, l'épée demeure un vecteur d'une dualité éternelle. Elle représente la victoire de la lumière sur les ténèbres, mais aussi l'existence d'un homme face à lui-même, en quête de son propre processus de dépassement. Un sage porte l'épée non pour l'utiliser, mais pour rappeler à chaque instant que le véritable combat se joue en lui contre ses propres démons. L'épée est donc un poids non pas celui de l'acier ou du fer, mais celui du devoir, de la justice et de l'équilibre intérieur. Lancelot, Musashi,
et tant d'autres guerriers à travers l'histoire nous rappellent que le port de l'épée ne concerne pas l'acte de violence, mais l'art de contenir la violence en soi. Un sage porte l'épée non pas pour l'utiliser, mais pour la maîtriser. Et surtout, se maîtriser soi-même. Allez, sur ces belles paroles, n'oubliez pas une chose, c'est de prier, non pas pour demander, mais pour remercier. Ça c'était vite dit, mais moi je suis le roi des nerveux, hein, donc vous inquiétez pas, j'essaye d'affûter ma lame. Mais bon, disons que je suis vraiment né avec une lame rouillée, donc c'est le côté italien ça. Enfin, cool la cagnaggio.